Bienvenue à tous à l'occasion de cette nouvelle édition du cycle des 6 mois de 2050 organisé par le Cercle Vulnérabilité et Société et dédié ce soir aux aidants familiaux. La particularité de ce cycle, c'est d'essayer d'identifier ce qui, dès aujourd'hui, peut et doit être mis en œuvre face aux changements prévisibles ou probables. Il ne s'agit pas d'un exercice de science-fiction, mais d'une réflexion collective en fonction des données disponibles à ce jour. Il s'agit donc de repartir des faits pour répondre aux enjeux de demain en se posant quelques questions simples. Et si les différentes projections identifiées pour les 20-30 années qui viennent se réalisent, que se passe-t-il pour les millions d'aidants que compte notre pays? Et si les pressions qui risquent de peser sur eux s'exercent effectivement, quel type de conséquences cela pourra-t-il avoir sur eux et sur la société? Merci à nos 4, bientôt 5 invités qui ont accepté de venir apporter leur regard et leur expertise à cette réflexion. Nous avons donc le plaisir d'accueillir ce soir Monsieur Olivier Babot, qui est économiste, essayiste, chroniqueur, président de l'Institut Sapiens. Madame Virginie Guy-Lagoutte, directrice générale de Ma Boussole Aidant. Madame Gwenaëlle Thual, présidente de l'Association française des aidants, et Monsieur Vincent Valinduc, médecin, chroniqueur et auteur de Je suis devenu le parent de mes parents, qui est paru chez Stock en septembre dernier. Voilà, vous pourrez bien sûr interagir avec eux. Et nous attendons aussi Madame Marianne Monchamp, ancienne ministre et directrice Qui est générale là? de l'OSIRP, qui est là. Voilà. Bonsoir Marianne. Bonsoir à tous. Bienvenue. Voilà. Donc, donc, nous sommes ravis d'être au complet. Donc, Marianne Monchamp, ancienne ministre et directrice générale de l'OSIRP. Vous pourrez bien sûr interagir avec eux dans la seconde partie de ce webinaire, puisqu'une séquence de questions-réponses est prévue via le chat. Et enfin, merci à Thierry Calvat, sociologue et cofondateur du Cercle, qui a évidemment la lourde responsabilité d'animer ce débat et à qui je cède la parole tout de suite. Très bien, merci. Merci beaucoup. Au niveau du son, tout se passe bien. Très bien. Impeccable. Si tout le monde m'entend, c'est parfait. Écoutez, merci, bienvenue donc à à tous et toutes les participants à ce webinaire. Alors, on va parler des aidants à un horizon qui est un horizon 2050. Peut-être juste en préparant cette rencontre, je me suis dit, le public est sans doute averti, mais c'est sans doute aussi intéressant peut-être de repartir de qui sont les aidants aujourd'hui. Donc, rassurez-vous, c'est juste une pure question de volumétrie. Aujourd'hui, on a en France, d'après l'adresse, 9,3 millions d'aidants, dont un peu moins d'un million sont des aidants jeunes. Ce qui signifie qu'on est aujourd'hui face à une problématique assez conséquente en termes de volumétrie. Et dans les années qui viennent, il y a plusieurs éléments, et c'est d'ailleurs ce qui motive le webinaire qui nous rassemble ce soir. Il y a plusieurs éléments qui peuvent venir faire évoluer, voire bouleverser leur situation, et avec eux, celle d'un système de solidarité de proximité qu'ils représentent, au moins en partie. Dans le cadre de l'échange qu'on va avoir, de façon extrêmement simple, dans un premier temps, on va essayer de mieux qualifier la nature des questions qui se posent aujourd'hui et d'une certaine façon identifier les enjeux qu'on va relever. Le deuxième temps de la discussion, on reviendra sur l'état actuel des réponses et finalement l'état de préparation et d'adaptation qu'elles revêtent à l'aune des enjeux qu'on aura relevés. Puis dans un troisième temps, on s'attachera à identifier des pistes qui sont des pistes d'action qu'on peut engager à un horizon à court ou moyen terme. Peut-être juste en guise de mise en bouche, sans entrer dans un détail forcené, on aura l'occasion d'y revenir, des différents éléments qui peuvent entrer dans le spectre des réflexions. Il y a plusieurs éléments qui peuvent concourir à faire évoluer la situation. Il y a un premier élément qu'on pourrait qualifier quasiment d'effet Hawaï de la démographie, c'est-à-dire qu'il est caractérisé par le croisement de plusieurs vagues qui sont des vagues contradictoires. On a d'un côté davantage de besoins de prise en charge avec une multiplication par deux
d'ici 2050 du nombre de personnes qui sont des personnes dépendantes, alors que parallèlement, on va avoir, en tout cas, on peut imaginer qu'on se retrouve dans une situation de déficit en termes d'effectifs de personnes qui sont en capacité de les prendre en charge. Et on estime notamment qu'à un horizon 2025-2026, il faudrait qu'on soit en capacité à recruter entre 250 et 300 000 personnes, ce qui donne une idée du solde qui se dessine devant nous. On a par ailleurs en capacité d'accueil des prévisions dans le domaine des mètres carrés de construction qui, selon le BIP et selon la Fédération du bâtiment, pointent toutes vers moins de construction demain, donc avec moins de possibilités d'accueil, et parallèlement, au vu de la démographie et du vieillissement des personnes, on devrait aller lentement mais sûrement vers une décrue du nombre d'aidants. Donc on a un premier effet qui est un effet démographique. On a un deuxième effet qu'on pourrait, si on était un peu taquin, appeler l'effet Picsou des finances, qui va finalement se matérialiser par le fait qu'on a des contraintes budgétaires qui sont de plus en plus tendues. Il y a un rapport assez récent, qui doit dater, je crois, de septembre, du Haut Commissariat au Plan, qui évalue le coût de la dépendance, c'est-à-dire la santé, l'hébergement et la prise en charge de l'autonomie, à un demi-point de plus du PIB à un horizon 2040 qu'il ne l'est aujourd'hui, soit 1,4% contre 1% aujourd'hui, ce qui signifie qu'il va falloir finalement investir plus dans un cadre de PIB contraint. Il est d'autant plus contraint que le PIB, si on en croit les prévisions et les projections du corps, devraient se retrouver dans un état de relative mollesse, mais sans doute Olivier Babot pourra compléter, et que par ailleurs, ce même PIB va devoir, durant cette même période, intégrer de nouvelles données, de nouveaux intrants qui risquent de peser finalement sur les finances publiques, que sont la transition écologique, par exemple, qu'on estime à 1%, 1,5% du PIB, et par ailleurs, même si c'est moins facilement identifiable, des dépenses liées aux conflits géopolitiques qui devraient venir, elles aussi, venir grignoter des points de PIB. Il y a un troisième aspect que j'espère on pourra aborder aussi ce soir, qui est l'effet un peu de tension énergétique, c'est-à-dire un monde qui se dessine au moins à un horizon de 10-15 ans avec peut-être moins d'énergie fossile, donc peut-être moins d'énergie, et sans doute un monde où on est appelé à travailler beaucoup plus et sans doute avec des activités qui vont plus confiner du côté du primaire et du secondaire que du tertiaire. C'est notamment Dominique Méda, qui est une chercheuse qui, pendant longtemps, a milité pour une réduction du temps de travail, qui encore récemment a fait une interview dans laquelle elle doit concéder qu'elle s'était trompée. Elle concède qu'elle s'était trompée et que vraisemblablement, on va aller vers un monde où on va travailler beaucoup plus et beaucoup plus durement. Ce qui, là encore, peut poser des questions qui touchent à la conciliation vie privée et vie professionnelle pour les 4,5 millions, 5 millions d'aidants qui sont aujourd'hui en situation active. Et puis, il y a d'autres éléments, on va dire, plus diffus. Le premier, c'est l'effet et la face cachée de la chronicisation des pathologies qui, mine de rien, quand on en discute aussi avec des professionnels, fait que chaque nouveau progrès médical qui implique finalement une chronicisation des pathologies fait peser de façon plus longue une forme de poids, qui certes sans doute moins intense sur les aidants, et parallèlement, il y a l'impact des nouvelles technologies dont on ne sait pas très bien ce qu'il va pouvoir amener, mais qui pourra éventuellement se substituer à ce que font aujourd'hui les aidants, comme on le voit par exemple aujourd'hui au Japon, avec notamment les androïdes qui sont les androïdes d'accompagnement. Donc, ce que je vous dis là n'est ni négatif, ni dans une forme de pessimisme. Moi, on essaie de s'appuyer sur un certain nombre de choses, mais peut-être dans un premier temps, je vais me tourner vers, au moins symboliquement, Marianne Longchamp, parce que là, me tourner vers vous est un peu compliqué à distance, mais néanmoins, on va peut-être essayer d'ouvrir le bal sur cette question. Voilà, il y a quelques éléments de contexte qui, j'imagine, vous inspirent des réflexions et que vous avez vraisemblablement envie de compléter. Merci beaucoup Thierry et merci Edouard de nous donner la chance de cette table ronde. Merci aussi pour ce lancement Thierry qui effectivement pose un certain nombre de jalons pour notre réflexion. Quand on a commencé à y réfléchir ensemble avant de se retrouver à l'heure H ce soir,
je me disais la chose suivante. La question des aidants, elle devient aujourd'hui un élément récurrent de nos réflexions collectives avec toutes sortes de réflexions qui se font jour, des prises de position, des organisations qui se consacrent effectivement à l'aidance, des observatoires dont certains travaux du cercle constituent, je dirais, une dimension très, très, très structurante. Bon, c'est aujourd'hui un sujet qui est dans le débat public, au point d'ailleurs que le décideur public un jour s'est dit, mais au fait, il ne faut pas que je sois complètement en retard d'une guerre sur ce sujet, et donc je vais avancer avec notamment le congé proche aidant et d'une certaine manière la reconnaissance quasi statutaire de l'aidant, même si on n'est pas tout à fait au bout du film, quelque chose de ce genre-là. Et je me disais donc, toujours dans la même perspective de nos échanges, mais si au lieu de, si vous voulez, peut-être de rester à ce stade-là du constat parfois un peu sidéré hein, de ce phénomène qui affecte les organisations publiques et privées dans des proportions très importantes, et les chiffres que Thierry a rappelés le démontrent, si on essayait de regarder au fond comment l'émergence de cette préoccupation autour de la situation des aidants peut se traduire selon d'autres axes et d'autres logiques, est-ce que ça pourrait être utile pour une réflexion qui nous permettrait de nous projeter en 2050, puisque c'est ce à quoi, cher Édouard, vous nous invitez ce soir. Au fond, je me disais que la question de la situation des aidants, de l'aidance, enfin c'est un terme un peu inapproprié, mais enfin on va en faire une espèce de concept, elle va se trouver à la croisée de plusieurs chemins, à la croisée de plusieurs types de préoccupations qui peuvent justifier que ce phénomène, cette émergence, cette réalité sociale, sociologique, je ne sais pas comment la qualifier, prenne autant de place dans nos préoccupations. Ces trois grands domaines sont, vous l'avez pointé il y a un instant, déjà le domaine du travail et de l'activité humaine, avec en particulier ces conflictualités d'intérêts entre travailler pour faire ce qu'on a à faire en étant productif et vivre une situation personnelle affectée par des choix qui sont de nature à relativiser en quelque sorte les choix qu'on peut faire dans le cadre de l'activité professionnelle. Et en particulier à interroger, on en avait déjà parlé ensemble, ce fameux lien de subordination qui ne résiste pas au fond à ces choix privés et qui peuvent conduire effectivement à de la désinsertion professionnelle dans certains cas ou à une évolution de l'exercice de la responsabilité professionnelle dans d'autres. Mais donc la prospective du travail versus l'incidence de la situation des danses sur le travail et sur, j'ai envie de dire, la nécessité de travailler quand même est certainement un élément, si vous voulez, un axe de cette comment dirais-je, de cet environnement qui justifie que la question de l'aide et de l'aidance soit aussi importante et mise en avant aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est la question de la santé publique. De ce que l'on pourrait appeler les enjeux de la santé publique. Alors la santé des aidants, parce qu'on a bien vu que être aidant pouvait, quand c'est un choix, quand ça n'est pas véritablement un choix, quand c'est une situation subie, quand elle n'est pas suffisamment outillée, soutenue, accompagnée d'une politique d'accompagnement de l'avancée en âge et de la perte d'autonomie qui soit responsable au fond, mais aussi parce que, et ça a été dit il y a un instant par vous-même Thierry, l'émergence de pathologies chroniques qui impliquent des ressorts extrêmement complexes entre des stratégies de soins, mais aussi des stratégies de rétablissement en santé et de rétablissement social, parce que ça va avec, conduisent à avoir des représentations des enjeux de santé dans une approche beaucoup plus écosystémique que celle qui traditionnellement prévaut en santé publique, où on est quand même dans les grandes verticalités de la réponse en soins et où on a beaucoup de difficultés à recréer au fond cette transversalité des contributions, va amener les dents à avoir parfois à son corps défendant une responsabilité d'agencement en santé
qui n'est à dire vrai prévu dans aucun, enfin sérieusement, dans aucun programme de santé publique à ma connaissance, même s'il y a de très belles occurrences avec les CPTS, des machins comme ça, qui effectivement préfigurent un peu ces transversalités. Mais au fond, on voit bien qu'il y a cet environnement, si vous voulez, qui est celui de la santé publique demain, en 2050, qui implique fortement, effectivement, les dents. Et le dernier domaine, c'est celui des enjeux économiques dans une société du vieillissement, où l'idée de concilier effectivement une capacité de production alors même que l'on est âgé, de plus en plus âgé parce qu'on travaille plus longtemps, et vous en rajoutez, Thierry, à la suite de Dominique Méda en disant et en plus on va travailler plus dur, versus on va être aidant, et là on va devoir effectivement réaliser cette mission quasi impossible de concilier des temps privés et des temps professionnels en gardant la même capacité à rester productif dans un environnement de très fortes contraintes et de très fortes tensions sur les grands équilibres et de nouvelles normalités au fond économiques. Donc ça, je pense qu'Olivier Babot en parlerait 50 000 fois mieux que moi, donc je vais zapper sur la partie économique, mais pour les deux autres parties, j'assume. Et donc on voit notre aidant comme une espèce d'intersection, si vous voulez, entre trois systèmes très fortement évolutifs et qu'il s'agit de penser, et qui émerge là, le pauvre aidant, si je puis dire, comme étant à l'endroit de cette intersection. Et donc, puisque l'idée, c'est de se projeter en 2050 et de se dire, mais dessine-moi cet aidant en 2050, je pense qu'on arrivera, à vrai dire, à le dessiner que dès lors qu'en même temps, on s'attachera à dessiner la santé en 2050, le travail en 2050, et là, je lâche l'affaire, l'économie en 2050. Très bien, merci. Merci beaucoup. Effectivement, vous avez compris aussi quel est le sens de l'exercice qu'on essaye à chaque nouveau Dessine-moi 2050, c'est essayer de qualifier le problème pour voir où est-ce que ça peut nous embarquer. Olivier Babot, Marianne Manchon vous a fait ce qu'on appelle une vraie passerelle, hein. Donc là, c'est à vous, parce que qu'est-ce que vous voudriez rajouter, notamment, je pense, sous l'angle économique et peut-être sous l'angle du travail, même si on y reviendra, puisque ce que Édouard n'a pas dit, parce que la liste de vos œuvres est longue, c'est que vous avez récemment écrit un ouvrage que je recommande vivement d'ailleurs, et qui est La tyrannie du divertissement, qui est tout à fait intéressant, notamment aussi pour repenser la question des temps de travail et des temps des conciliations vie privée et professionnelle. Merci beaucoup de votre invitation. Je suis ravi d'être là. Merci à Marianne de sa passerelle. Effectivement, c'était pas préparé du tout, mais c'est une passerelle parfaite. Alors, le monde en 2050, vous savez ce que disait Pierre Dac, hein, la prévision est difficile, surtout quand elle concerne l'avenir, hein. Et ça ne l'a jamais autant été, parce que ce qu'il faut dire, c'est que nous avons beaucoup de questions, peu de réponses, et que l'avenir est chaotique au sens grec. Vous savez, kaino, ça veut dire grand ouvert. C'est grand ouvert, c'est-à-dire que beaucoup de solutions sont possibles, et vous aurez des experts pour vous annoncer les deux, en fait, hein, de tous les extrêmes, hein. Sur la fin du travail, par exemple, hein, soit c'est la fin absolue du travail qui s'annonce, soit comme l'annonce Dominique Méda, mais c'est vrai qu'on est très rarement d'accord avec Dominique, mais c'est peut-être le jeu du débat d'ailleurs, c'est ça qui donne l'intérêt. Donc selon Dominique Méda, on travaillerait de plus en plus. Alors ça, c'est la première chose, la difficulté réelle, donc il faut beaucoup d'humilité quand on aborde ces questions. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire très attention évidemment au technosolutionnisme, qui est peut-être le défaut des années 2000, l'idée que la technologie va nous aider à régler tous les problèmes. Je suis le premier, moi, justement, à à prendre de la distance, hein. Et puis c'est bien l'idée d'ailleurs de mes derniers livres, et en particulier du dernier. Les technologies apportent souvent beaucoup d'avantages, et elles apportent parfois, et d'ailleurs souvent aussi, beaucoup de problèmes en même temps qu'il faut régler. Bon, si on parle du rapport, on pourra parler économie, mais du rapport de la technologie et de la question des aidants. Il y a quand même des grands espoirs qui sont devant nous. Et des espoirs, moi, à titre personnel, moi, mon analyse, mais encore une fois, il y a des gens qui pourront dire le contraire, sont relativement fondés. Le premier espoir, et je pars de celui qui est le plus extraordinaire, c'est que l'accélération fantastique
de l'intelligence artificielle qui est arrivée depuis en fait même pas un an, hein, ça fait même pas 365 jours que ChatGPT 3.5 a été publié par OpenAI et que donc l'IA générative est devenue publique et que cette IA générative a connu des progrès absolument étonnants, hein. Depuis le XVIIIe siècle, il y a des ruptures schumpeteriennes, hein, des cycles schumpeteriens. Ce qui est très intéressant, c'est que ces cycles sont de plus en plus courts et que finalement, on n'aura mis que 20 ans pour passer du début d'Internet à l'ère de l'IA qui commence. Et en un an, il faut voir que maintenant, c'est quasiment le mois, voire la semaine, qui est l'unité pertinente pour évaluer les progrès technologiques. Alors, l'un des espoirs importants, c'est que l'incroyable exponentiel de progrès technologiques permis par, en fait, une intelligence qui va pouvoir être de plus en plus autonome et faire des recherches elle-même, c'est une accélération complètement folle de la recherche et donc des découvertes scientifiques. Et bien sûr, je pense aux technologies de santé, c'est lutter contre la maladie, mais plus que ça, c'est trouver le moyen de lutter contre le vieillissement. Donc peut-être que le premier espoir, ce serait de dire, là on pense quand même à 24 ans maintenant, hein, donc 24 ans c'est quand même dans longtemps en fait, à l'aune de la vitesse d'évolution des technologies. Il n'est pas tout à fait impossible que dans 2050, le problème soit réglé puisqu'on ait réglé le problème de la dépendance, le problème de formes de dégénérescence qui sont prouvées pour un organisme, il faut quand même le rappeler, bon, la moyenne d'âge, l'espérance de vie moyenne au XVIIIe siècle, c'était 25 ans. L'évolution du chasseur-cueilleur, elle n'a pas été tellement prévue pour qu'on dépasse les 40 ans, en gros, hein. Donc forcément, la biologie, à partir de 40 ans, elle commence à se fiche un peu de nous, et heureusement, la science est là pour faire quelque chose. Donc c'est un vrai espoir authentique, avec, comme vous le savez, c'est le projet de Google, hein, depuis toujours, hein, de tuer la mort, hein, d'aborder la mort et la fin de vie comme étant une maladie, et non pas comme quelque chose qui arrivera fatalement. Ça, c'est la première idée. Alors, peut-être qu'elle paraît un petit peu perchée pour beaucoup de gens. Je pense qu'elle n'est pas tant que ça. Souvenons-nous qu'il suffirait d'une augmentation de 20 ans de l'espérance de vie déjà pour que tous les systèmes sociaux soient à remettre à plat, hein, totalement. Hein, parce que, vous voyez, le financement des retraites, c'est déjà un peu limite avec les projections du corps qui sont en fait assez conservatrices en matière d'augmentation de l'espérance de vie. Donc là, plus rien ne va. Faut tout repenser. La deuxième chose, alors c'est la robotique dont vous avez parlé. Et c'est vrai qu'on entre dans l'ère de l'IA, et ce qui est intéressant, c'est que, et ce qui est moins visible du grand public, c'est que arrive très rapidement aussi l'ère de la robotique. Tesla, avec Elon Musk, a lancé depuis quelque temps un gros travail de recherche et de développement. Il y a quelques vidéos que vous pouvez aller très facilement voir sur YouTube de ces premiers robots qui sont des robots bipèdes humanoïdes, c'est-à-dire à la forme d'êtres humains, et qui sont capables d'aller trier des choses sur un plan de travail. Il faut se souvenir que faire un robot bipède, il y a 15 ans, c'était encore techniquement impossible. C'est-à-dire qu'on ne savait pas faire. Il y a les robots de Boston Dynamics qui ont progressé extrêmement rapidement. Aujourd'hui, on sait très bien la fluidité, la capacité de ces robots est complètement folle. Là encore, allez voir ces incroyables vidéos où ils font des flips arrière, donc ils font des choses qu'on ne peut même pas se faire. En tout cas, personnel, je ne peux pas le faire. On peut espérer que ça, plus l'IA, c'est-à-dire plus la capacité à comprendre son environnement, à aborder les règles de la physique, pouvoir échanger parfaitement et facilement avec des êtres humains en étant même cognitivement souvent au-dessus, hein, de la plupart d'entre nous, ça ouvre la voie, on pourrait dire, au scénario Star Wars, hein, c'est Z6PO, hein, en plus agile d'ailleurs, hein, ce sera un Z6PO qui parle toutes les langues du monde, qui sera capable de vous assister en fait. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va dans un monde sans humains ? Évidemment non, parce que le grand risque des technologies, hein, c'est qu'on est un monde qui, paradoxalement, et on l'a vu, on le voit avec les plus jeunes, ou on le voit avec les nouvelles technologies de communication, plus on est hyper relié, plus on est seul. Que finalement, l'État-providence, depuis un siècle, a à la fois entretenu et répond à la fin des solidarités traditionnelles, qui font qu'autrefois, on était tous aidants. Il y avait toute la famille qui aidait. C'était normal et ça faisait partie de la structure. La décohabitation a rendu ça plus rare, en fait. Aujourd'hui, on parle d'aidants comme une catégorie. Autrefois, tout le monde l'était plus ou moins par construction familiale. Donc, il ne faut pas lâcher ça. Au contraire, peut-être qu'il faudrait essayer de le retrouver, ces solidarités traditionnelles d'une certaine façon. Alors, souvent, on dit que et je vais m'arrêter là, parce qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent être dites, qui seront dites par les autres panélistes, mais on dit souvent l'IA va remplacer les emplois. Non, il va remplacer, en tout cas au début, des tâches. Il y a beaucoup de tâches qui vont pouvoir être faites et qui vont donc libérer du temps. Alors, si je pense par exemple à une infirmière, il y a peut-être des tâches qui ne sont pas des tâches directement d'interaction humaine, je ne sais pas, changer une dose, aller intervenir sur quelque chose qui bip. La plupart du temps, finalement, c'est des tâches qui vont vous prendre beaucoup de temps et qui ne sont pas à forte valeur ajoutée humaine. Voilà. Donc l'espoir, si on veut regarder le verre à moitié plein,
c'est que la technologie nous permette de sauver du temps pour les interactions, pour le moment où on va avoir beaucoup plus de valeur ajoutée humaine, pour l'être ensemble, la partie du temps libre que j'appelle le loisir aristocratique, c'est-à-dire le loisir de l'être avec, le loisir avec les gens. Voilà, ça c'est notre espoir. Évidemment, ça sera à certaines conditions, mais ça pourrait être relativement rapide. Bon, le cas japonais, peut-être un peu en demi-teinte, parce que c'est un manque d'être humain en fait, auquel il répond. Et le déséquilibre démographique que vous avez souligné, malheureusement, il ne peut pas être réglé par la machine. Très bien, merci beaucoup. Heureusement que vous êtes un peu sceptique par rapport au technosolutionnisme. Et je le suis Qu'est-ce beaucoup. que ce serait si vous ne Bah, l'étiez pas? bon, oui, après, il y a quand même des choses extraordinaires qui arrivent Oui, réellement aujourd'hui. Voilà, ça oui. existe. Merci en tout cas de cet éclairage. Peut-être Virginie Guilagoutte, euh, par rapport à ce qui a été dit, à ces constats, aux perspectives que ça dresse, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous semble devoir être anticipé? C'est quoi l'enjeu ou les enjeux qui vous semblent aujourd'hui à Maboussole-et-Dont, dont vous allez peut-être aussi pouvoir nous dire un petit mot, vous semblent aujourd'hui prioritaires? Alors vraiment pour nous aujourd'hui, merci Thierry de me céder la parole et merci pour cette invitation. Aujourd'hui, nous, c'est la question du libre choix au regard des contraintes à venir qui nous semblent constituer un enjeu majeur parce que nous le corrélons très fortement au sujet de l'épuisement des aidants. Vous l'avez rappelé en introduction, nous avons une évolution démographique qui va nécessairement impliquer une hausse du nombre de personnes dépendantes et qui va, elle aussi, mécaniquement augmenter la charge qui va peser sur les aidants. Et cette évolution démographique va se conjuguer, nous le savons, à une baisse de la natalité qui va vraisemblablement accentuer, aggraver cette situation avec moins de personnes en âge de travailler, ce qui signifiera potentiellement que moins de personnes seront disponibles pour assumer ce rôle d'aidant. Aussi, pour nous, la contrition des ressources humaines et financières que vous nous invitez à projeter va encore plus limiter les possibilités de choix des aidants. Au moment où on se parle, selon toutes les études qui peuvent être réalisées, les aidants, dans une vaste majorité, se disent seuls face à leurs responsabilités. De récentes analyses de besoins que nous avons réalisées dans le cadre de notre mesure d'impact confirment ces chiffres. Plus de la moitié des aidants indiquent que l'aide qu'ils apportent à leurs proches a d'abord un impact extrêmement négatif sur leur morale, leur état d'esprit et leur santé physique. Et donc, cela fait de l'épuisement des aidants une réalité qui est d'ores et déjà en 2023 alarmante. Dans ce contexte, préserver le libre choix des aidants nous apparaît comme tout à fait crucial. Ça signifie de leur permettre de décider dans quelle mesure et comment ils souhaitent s'impliquer dans les soins sans être contraints dans leur choix par manque de ressources et de soutien. Donc avec cette population vieillissante croissante et des ressources potentiellement plus limitées, le libre choix des aidants pourrait être encore davantage compromis, ce qui en fait un enjeu majeur qui nécessite une attention vraiment toute particulière, nous semble-t-il, avec des actions concrètes pour garantir que les aidants puissent faire des choix éclairés et puissent aider leurs proches tout en préservant leur propre équilibre de vie. Très bien, merci. Merci beaucoup de nous alerter effectivement sur cette question du libre choix. Alors, peut-être Vincent Valinduc, vous êtes à la fois auteur, on va dire que vous êtes l'expert d'expérience de la table ronde. Je suis sûr que vous aimez qu'on vous qualifie comme ça, mais peut-être comment vous réagissez par rapport à ça? Qu'est-ce qui vous semble un enjeu ou des enjeux qui sont prioritaires par rapport à l'avenir? Écoutez, bonsoir à tous et merci Edouard et Thierry pour l'invitation. Je rejoins un peu et je viens compléter un peu ce qui vient d'être dit à l'instant, c'est-à-dire que effectivement moi j'ai été aidant pendant 14 ans, je suis aussi médecin généraliste, donc je reçois dans mon cabinet en consultation les aidants. Et ce qui se pose, ce qui va à mon avis poser problème d'ici quelques années, c'est la santé. Alors déjà, c'est la santé pour tous les Français. On sait déjà que c'est très compliqué de trouver un médecin généraliste aujourd'hui et des infirmiers, des infirmières, des kinés, c'est déjà le cas.
on sait que la situation devrait se compliquer dans les années à venir. Et là, moi, ce qui me soucie un peu, c'est que les dents qui pallient le manque d'infirmiers et de kinés, moi, je pense à mon papa qui était l'aidant principal et qui était 24 heures sur 24 sur place. Il a développé des compétences incroyables d'infirmier, de kiné, d'assistante sociale, enfin bref. Il a effectivement était extrêmement fatigué. Il y a une charge mentale qui est juste incroyable parce qu'il faut tout anticiper. On vit au jour le jour, la projection est extrêmement compliquée. Et au-delà de cette fatigue psychique, c'est également, on le sait également chez les aidants, ils sont plus fragiles et avec un facteur de risque de développer des maladies chroniques, notamment cardiovasculaires. Et ce qui m'inquiète, si vraiment aujourd'hui on n'arrive pas à trouver des solutions, notamment pour les aidants, ça risque de vraiment avoir des conséquences lourdes parce que on sait, vous parliez des 9,5 millions d'aidants qui, pour moi, appartiennent au système de santé. Hein, ils sont un peu invisibles parce qu'ils pallient le manque, je le disais, d'infirmiers, de kinés et qui font le travail, hein, même aussi d'auxiliaires de vie, hein, qui est un des 5 métiers qui a le plus de difficultés à recruter. Pour moi, les auxiliaires de vie, elles font un travail formidable, elles sont essentielles, elles méritent absolument d'être reconnues rapidement avec une meilleure revalorisation parce que c'est elles qui vont aussi permettre le bien vieillir à domicile. Et si aujourd'hui, on ne prend pas vite en considération la santé des aidants, je crains qu'un aidant qui ne puisse plus être en mesure d'accompagner une personne aidée, ça puisse engendrer un raz-de-marée à l'hôpital, parce que finalement, c'est des gens qui, normalement, pourraient peut-être rester accompagnés à la maison, s'ils le souhaitent, bien sûr, finalement, iront consulter les médecins, mais également le système de santé, l'hôpital qui est déjà totalement en souffrance. Donc, voilà, moi, je pense qu'il faut faire vraiment faire un focus sur les aidants. Et la toute première étape, ça semble quand même le repérage. Hein. Je pense que c'est l'une des premières difficultés. Savoir qu'on est aidant, c'est c'est sensibiliser, c'est savoir qu'on est plus fragile, c'est savoir qu'on s'oublie, c'est savoir qu'on se met de côté. Et je prends toujours l'exemple de mon papa, hein, je pense qu'il ne s'en rendait pas compte de tout ça. Et lorsqu'il mettait 1 heure à donner à manger à ma mère le matin, le midi et le soir, c'était finalement son propre plat était froid, il s'est mis à plus manger parce qu'il n'avait plus envie de manger, il dormait moins bien, sa santé vraiment vraiment a souffert. J'ai perdu ma maman l'année dernière au mois d'avril à l'âge de 64 ans et j'ai perdu mon père un mois après à l'âge de 67 ans. Voilà, je parle de tout ça parce que vraiment, il y a vraiment une usure de l'aidant et c'est pour moi primordial de prendre en charge les aidants. Alors, j'ignore quel va être le bilan. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, parlait de bilans qui vont être mis en place. Je ne sais pas à quel moment de la vie ils vont être mis en place, qu'est-ce qui sera finalement surveillé, qui va avoir cette charge de faire ce bilan de santé, sans doute les généralistes. Est-ce que tout doit passer par le médecin? Parce que c'est déjà assez compliqué aujourd'hui. Trouver un médecin, c'est aussi une complexité. Mais voilà, moi, ce qui m'inquiète dans l'avenir, c'est de prendre en charge aussi au niveau de la santé les aidants, parce qu'il faut les aider vraiment sur tous les plans. Très bien, merci. Merci beaucoup de ce témoignage et de cette contribution. Peut-être Gwenaëlle Tual, est-ce que vous Bonsoir. partagez ce beau pessimisme ou optimisme, puisqu'on a eu les deux faces d'une pièce complémentaire. Donc, je ne sais pas où vous vous situez dans cette perspective. D'abord, merci pour l'invitation. Donc, après tout ce qui a été dit, pas forcément évident de compléter. Par rapport à ce qui a été évoqué, moi, je vais commencer par partager aussi mon inquiétude et puis après, si vous me le permettez, peut-être les trois enjeux qui me paraissent prioritaires. En fait, moi, mon inquiétude, elle va peut-être vous sembler saugrenue, mais je pense que nous sommes dans une période où il y a un effet bulle concernant ce qui est dit, ce qui est produit sur les proches aidants. Et finalement, dans le fond, je crois que mon inquiétude, elle se situe là. C'est-à-dire que il me semble que c'est Marianne tout à l'heure qui évoquait qu'il y a beaucoup de travaux, beaucoup de prises en mots dans les discours, mais il y a des fois, on peut se demander si effectivement tout ceci ne crée pas une sorte d'effet bulle qui, au bout d'un moment, on peut se poser la question, est-ce qu'on sait encore collectivement, non pas de quoi, mais de qui nous parlons et à qui nous adressons? Et donc, moi, mon inquiétude, très clairement, elle est que je pense que non, nous avons créé collectivement peut-être un effet bulle et qu'il s'agirait de dégonfler ou de faire péter pour refaire revenir en face des yeux de chacun les différentes réalités. Alors, par rapport à ce qui a été évoqué dans cet exercice de prospective à horizon 2050, il y a 3 éléments, Thierry, qui ont été évoqués au tout début sur lesquels j'aimerais revenir, certainement dans le désordre.
Le premier, c'est la chronicisation des maladies. On parle beaucoup de l'adaptation de la société au vieillissement pour reprendre cette formule. Moi, il me semblerait plus prioritaire d'insister sur la chronicisation des maladies, des pathologies. Pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu de méthode et ça a aussi un enjeu de retentissement sur le vécu des temporalités des personnes malades et de leurs proches. Alors, je m'explique. Sur la méthode, on est, me semble-t-il, à peu près à 12 millions de personnes qui ont une affection de longue durée. Je crois que c'est à peu près 15 millions de personnes qui prennent quotidiennement un médicament. Ça a été dit, pas loin de 10 millions de proches aidants. Et pour autant, il n'y a quasiment aucun travail de prospective sur le sujet, ou en tout cas pas d'égale mesure avec les thématiques qui vont toucher au vieillissement. Alors que la maladie, elle se vit en ville, à la campagne, au travail, dans le cercle familial, dans le cercle amical, etc. Et le fait qu'il n'y ait pas de travail de prospective est quelque chose qui est assez étonnant et qui est à mettre en miroir avec le fait qu'à l'heure actuelle en France, il y a par exemple un Conseil national consultatif des personnes handicapées, mais il n'y a pas d'organisme comparable qui serait dédié à la mesure des attentes, des préférences des personnes malades elles-mêmes et de leur entourage, et de comment justement ils pourraient contribuer à déterminer, colorer la politique publique de santé. Et ça, c'est quelque chose qui est très étonnant. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on revient il y a plus de 70 ans en arrière, il y avait eu, je crois que c'est en 1946, un arrêté, à l'époque où la tuberculose décimait complètement la population française, qui effectivement émettait cette recommandation d'une commission consultative qui aurait justement pour objet d'établir ce contact direct entre citoyens touchés par la maladie, l'ensemble des parties prenantes. Et on est plus de 70 ans après, et plus de 70 ans après, alors que tout le monde parle de chronicisation des maladies, eh bien ce type d'instance n'existe toujours pas, que ce soit pour les personnes malades elles-mêmes et leurs proches aidants. Alors vous me direz, il y a des instances de démocratie sanitaire, certes, mais enfin, il n'y a aucun échelon de cette envergure, de cette nature, concernant le recueil des attentes et des patients et de leur entourage. Et ça, c'est d'autant plus étonnant si on compare au fait que parmi les objectifs de développement durable, le numéro 17, c'est un objectif de méthode qui est l'objectif de coopération, de recueil des attentes. Le deuxième aspect sur la chronicisation des maladies, c'est que ça a un impact, ça a été évoqué en introduction, sur la temporalité. Et je pense que le défi actuel, ce n'est pas l'allongement de la vie, mais c'est la réorganisation de nos temporalités. Je crois que c'est M. Babot qui évoquait tout à l'heure que pour les technologies, c'était le mois ou la semaine qui étaient des unités pertinentes. Eh bien, pour des proches aidants, ce sont des années et des décennies pour un grand nombre. Et donc, on voit bien qu'il y a des décalages de vécu, de durée des temporalités, parce qu'on aide plus longtemps, plus souvent, et pas de la même manière, plusieurs fois, de manière cumulative et autres. Et ça, ces évolutions temporelles, elles n'ont pas été suivies d'une part sur le plan de la prospective et d'autre part sur le plan législatif. Le deuxième enjeu qui a été évoqué par Vincent tout à l'heure, c'est la raréfaction des ressources. Et je pense que clairement, il faut se poser la question, c'est-à-dire jusqu'à, non pas est-ce que cette raréfaction va s'arrêter, je crois que ça a été dit qu'il y a une forme de consensus pour dire qu'elle se poursuit en tout cas pour un moment donné, mais c'est jusqu'à quel point cette raréfaction ne va-t-elle pas entraîner un effet de bascule collective qui va faire de tout proche un aidant. Nous sommes dans un moment de vacillement, très clairement. Pourquoi de vacillement? Parce que d'ores et déjà, pour nombre de proches, ce qu'on évoque sous le terme de libre choix n'existe pas ou n'existe plus. Et pour d'autres, c'est une situation qui va venir. Et d'ailleurs, plutôt que libre choix, je préfère parler d'autodétermination parce que je ne pense pas qu'on ait tous les choix ou choix de tout dans la vie, mais qu'il est plutôt question, lorsqu'on accompagne un proche, de renouveler son agir au quotidien. Il y a un peu quelque chose de l'ordre de l'exercice d'équilibriste. Donc, cette raréfaction des ressources, dans cet exercice de prospective, moi, il me semble qu'elle nous amène à nous questionner sur, finalement, est-ce que nous entrons dans une ère de la maintenance de notre système et de l'organisation des soins ou une ère de l'innovation, comme on peut l'entendre par ailleurs.
Et donc là, en termes de prospective, il y a quand même des éléments et des choix qui sont particulièrement différents. Le troisième enjeu prioritaire, pour m'arrêter là, c'est ce qui a été évoqué sur la transition énergétique. Elle est rarement évoquée en lien avec les situations d'accompagnement. Je vous refais pas l'ensemble des chiffres, hein. Il y a eu, je crois, un webinaire qui avait été organisé avec Monsieur Jancovici, si je me souviens bien, et qui évoquait que le secteur de la santé représentait à lui seul près de 8% des émissions de gaz à effet de serre de la France. Mais le fait est que lorsque vous êtes malade, lorsque vous êtes en situation de handicap, eh bien, les éléments qui vous soutiennent dans votre autonomie génèrent pour un certain nombre des impacts sur le plan énergétique. Je vais vous donner un exemple très concret. On rentre dans la période hivernale, peut-être que certains d'entre vous ont subi des coupures de gaz. Eh bien, si c'est le cas, et si personne dans votre entourage n'est affecté durablement par des baisses de température, peut-être que cette coupure de gaz sur 24, 48, 72 heures, vous allez dire oui, je mets un pull de plus et ça s'arrête là. Mais s'il se trouve que vous avez un proche qui dérégule assez rapidement au niveau de la température et que cette dérégulation entraîne ensuite des syndromes de détresse respiratoire aigu, eh bien moi je peux vous assurer que vous allez sortir le groupe électrogène. Émission, carbone ou pas. Et donc, c'est un exemple parmi d'autres, il en existe bien d'autres. Mais cet impact-là, en fait, le fait de pouvoir penser de manière prospective, les convergences qu'il y a entre les phénomènes de transition énergétique et ces mouvements collectifs qui sont en train de changer en termes d'accompagnement, de situation d'accompagnement, sont complètement, à l'heure actuelle, me semble-t-il, sous-travaillés, sous-explorés, si on veut penser ce que seront les situations des proches aidants en 2050. Je m'arrête là, Thierry. Très bien, merci de ces précisions. Et on voit bien que se dégage, il y a beaucoup de choses entre les enjeux médicaux qui ont été soulevés derrière avec les progrès médicaux, les enjeux de santé, les enjeux technologiques, les enjeux qui touchent derrière la question du libre choix et puis, tels qu'ils ont été évoqués par Gwenaëlle, les enjeux de démocratie sanitaire. La question qu'on se pose, alors je crois que je vais vous la poser, Olivier, parce que vous avez un impératif, me semble-t-il, à 19 heures. Donc, pour être sûr d'avoir votre réponse, est-ce que vous pensez aujourd'hui, alors Gwenaëlle a commencé à évoquer la chose, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, les décisions publiques vont dans le sens d'une appréhension du problème qui nous est posé, même si j'ai bien compris qu'il était instable et que, de fait, on n'a pas forcément une vision très exacte de l'avenir? Oui, merci de la question. J'en profite pour vous demander de m'excuser par avance. J'ai en effet j'avais accepté un engagement à parler ailleurs et physiquement dans pas très longtemps. Donc, c'est pour ça que malheureusement, j'ai compté qu'une heure et vraiment, je suis désolé. Oui, c'est vraiment intéressant tout ce qui a été soulevé. J'en reviens à votre question, mais finalement, ça pose aussi les enjeux d'infrastructure sur les éventuelles maisons qui peuvent permettre à des aidants de partager un peu à un moment donné, de gagner quelques heures. Finalement, le problème n'est pas très différent de celui des enfants. Alors moi, j'ai pas encore eu de parents à aider, mais ayant eu 3 enfants en bas âge extrêmement rapprochés, je vois à peu près ce que c'est que être sur le pont 24 heures sur 24 et d'être considérablement fatigué, même si évidemment ça dure moins longtemps. La deuxième chose, c'est peut-être souligner, je crois que c'est important, parce que c'est un peu l'approche économique que je peux apporter, c'est l'aspect patrimonial à l'aide pour les aidants. Ça fait une différence, évidemment, vos choix de vie font une différence, évidemment, si vous avez eu des enfants, si vous avez des proches. Il faut noter que dans une société malheureusement de plus en plus solitaire, où il y a de plus en plus de solitude, il est probable que... Alors, il y a une forte inégalité, évidemment, entre ceux qui ont fait des choix de vie familiaux et les autres. Ceux qui ont des aidants ont de la chance. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Malheureusement, il y en aura peut-être de plus en plus. D'un point de vue patrimonial, c'est intéressant de s'interroger au levier de financement. Et donc, c'est là qu'on en vient à votre question. Le vieillissement, le grand âge, la dépendance, un peu comme le problème des retraites, est un problème qui a été mis sous le tapis pendant très longtemps par la puissance publique.
C'est la fameuse méthode de l'autruche. Si je mets la tête sous la terre, le problème n'existe plus, on ne le voit plus, hein. Bon, c'est facile évidemment de critiquer les politiques, mais le fait est que un des problèmes est qu'il est plus facile de voir à l'horizon d'un mandat qu'à l'horizon de 20 ans, et que la vision à très long terme d'un système, évidemment, est plus compliquée et peut-être plus rare chez les personnels politiques, d'autant plus que en réalité, on a tellement pas de solutions à court terme, enfin de solutions pour ces problèmes qui sont à long terme et de problèmes qui se posent à court terme, qu'en général, bon, on traite les problèmes de court terme et on se dit, bah, le long terme, on verra. C'est le cas de la dépendance. Alors, il y a des solutions, par exemple, patrimoniales intéressantes. De plus en plus, on voit le développement de viagers hypothécaires, qui sont des produits qui permettent d'apporter une liquidation du patrimoine sans que le patrimoine soit vraiment liquidé. C'est-à-dire que vous avez une maison, vous continuez à l'habiter, vous voulez l'habiter jusqu'au bout, et c'est donc souvent l'essentiel, hein, du patrimoine d'un ménage. Vous pouvez en tirer les fruits en avance, faire des donations à votre famille, et en même temps en tirer les moyens, et ben, pour alléger le travail des aidants, c'est-à-dire pour pouvoir vous payer l'aide de personnes qui vont alléger l'aide, les aidants, hein. C'est pas, là encore, c'est pas très égalitaire puisque ça dépend des patrimoines des gens, mais ce sont des solutions intéressantes, d'autant plus que le problème de la tension financière se posera vite, hein. L'État intervient un peu comme voiture-balai, hein, de plus en plus de ceux qui ne peuvent pas payer les services de santé, mais de plus en plus, il demandera probablement à ceux qui le peuvent de faire l'effort. C'est probablement ça qui va monter de plus en plus. Si je peux me permettre une deuxième réflexion que j'ai eue tout à l'heure, puisqu'on parlait c'est une réflexion que j'ai vue dans le chat là, sur le fait d'échanger avec des machines. D'ici 2025, il faut insister sur le fait que ça deviendra le quotidien de nous tous, quel que soit notre âge, d'échanger toute la journée avec des machines. Il est très probable que nous ayons tous dans la poche, en face de nous, des formes d'avatars qui soient à la fois évidemment enfin, qui soient nos conseillers, nos serviteurs, mais aussi peut-être des formes d'âmes sœurs. Vous avez vu peut-être le film Her, où quelqu'un tombe amoureux de son ordinateur. On a une grande facilité à humaniser quelqu'un qui vous parle comme un humain, hein. D'ailleurs, regardez, est-ce qu'on ne traite pas comme un être humain nos animaux de compagnie? Est-ce qu'on ne les aime pas quasiment de la même façon? Bah, quelqu'un qui nous parlera, on n'aura pas trop de mal à l'humaniser. Ce qui veut dire, c'est là que je voulais en venir, que bah, finalement, ça pourra être une forme d'aide réelle d'avoir des humains, enfin, des IA capables de parler de façon très convaincante, très proche, sur la durée, très humanisée, sur la durée, avec évidemment des personnes vieillissantes seules. C'est pas une solution à l'action physique, à l'aide physique, évidemment, ou pour nourrir, hein, mais en tout cas, c'est une partie de l'aide. Que ce dont les personnes seules ont besoin, c'est aussi de formes de présence, d'échange, de simulation intellectuelle. Ça fait partie du travail des aidants, évidemment. Eh bien, merci. Juste pour compléter, j'imagine qu'on va avoir beaucoup de réactions, hein, dans les questions-réponses avec ce que vous avez venez de nous dire. Moi, la question que j'avais, et puis ensuite on pourra vous libérer, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ces questions-là, précisément celles que vous soulevez, qui est que demain, alors puisque Gwenaël évoquait Jean Covici qui parle des esclaves énergétiques, vous parlez d'esclaves technologiques. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ça rentre dans le scope des décisions publiques ou pas? Ou c'est la même chose que ce que vous nous disiez, c'est court terme et... Alors, je ne veux vraiment pas être trop critique avec les Oui, élus qui font un travail très difficile, et je trouve que c'est vraiment un sacerdoce et de plus en plus de s'engager de cette façon-là, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à gagner dans ce métier, surtout beaucoup de reproches. Mais la réalité, c'est que la prise de conscience technologique est quand même relativement faible, que ce soit au gouvernement, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit dans les différentes instances. La plupart sont pas très technophiles, ils connaissent peu, ils ont pas souvent un niveau d'information qui est très supérieur à l'homme de la rue, hein, il faut le dire. Et puis très souvent, ils sont aussi, mais quand on leur jetait la pierre, comme une poule devant un couteau, hein, ou peut-être plus positif, comme des lapins devant les phares d'une voiture. C'est tellement incroyable les changements, que les enjeux qui sont proposés sont tellement fabuleux et terrifiants, hein, et lourds en termes de changement d'infrastructure, de régulation, que on ne sait pas par quel bout de prendre. Donc voilà, je ne leur reproche pas, mais il faut dire que ces enjeux sont très difficiles à appréhender. Voilà.
Très bien, merci. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Et vraisemblablement pas à tout à l'heure, mais on pourrait, Hélas, il doit y pourrait aller. nous Pour quitter Paris, il y a tranquillement. encore. Parfait. Très Merci. bien, merci. Merci beaucoup. Peut-être juste, je voudrais juste revenir, Gwenaël, sur cette question-là, puisque vous avez évoqué notamment les enjeux de démocratie sanitaire, hein, avec un conseil consultatif. Vous avez aussi évoqué les aspects qui sont liés à l'autodétermination, mais on aura sans doute l'occasion d'y revenir avec Virginie. Par rapport à tous les échanges qu'on a là, aux enjeux qui se dessinent, est-ce que vous pensez, vous, que aujourd'hui les politiques publiques les intègrent? Ou bien il est encore loin du compte. Puis évidemment, Marianne Monchamp pourra apporter un œil expert sur le sujet, mais Je vais pas avoir comment dirais-je, et je ne veux pas avoir une vision caricaturale de la situation. Donc, il y a des choses intéressantes, bien évidemment, et là, je vais plutôt me focaliser pour moi sur les points de progrès, parce que sinon, il y a quand même un vrai risque, si ça n'est pas déjà un fait, c'est que l'ensemble des mesures qui soient prises ne réduisent la place des proches aidants à celle d'un strapontin, hein, qui est quand même, je pense que tout le monde a bien l'image du strapontin en tête, c'est-à-dire il y a une place, on voit, mais c'est un strapontin. Euh, Parmi les choses qui, me semble-t-il, ne sont pas assez intégrées, c'est ce que j'évoquais sur la réorganisation des temporalités. Et ça, je pense qu'on touche à quelque chose qui est dans le dur, si je puis dire, parce que tant que ça n'est pas fait, on va continuer à accroître les inégalités. Alors, je m'explique. Jusqu'à présent, on est toujours sur une vision dans les dispositifs, on va dire école, éducation, travail, retraite, et on reste sur quelque chose qui est extrêmement segmenté comme ça, alors que je pense que pour la plupart des participants à ce webinaire, on fait le constat de quelque chose dans la vie qui est beaucoup plus poreux, en fait, où les éléments se combinent. Et de fait, il y a par exemple des proches aidants qui, par exemple, ont plus de 80 ans et accompagnent des enfants de plus ou autour de la soixantaine, qui sont eux-mêmes dans cet établissement, tout comme ça a été évoqué en introduction, de jeunes aidants, des mineurs vont accompagner d'autres personnes en ascendant, etc. Et donc, il y a des combinaisons en fait de différentes périodes qui amènent à repenser nos temporalités. On avait proposé avec d'autres acteurs associatifs, avec notamment le CIAF, Jeunes Aidants Ensemble et la Fondation France Répit, de réfléchir à une manière de repenser complètement les dispositifs d'accompagnement au travers de deux critères, intensité, durée, et d'arrêter de les considérer fonction de ce qui spécifie les situations des personnes accompagnées, mais plutôt de les penser fonction de ce qui est commun aux situations des proches aidants. Et en fait, on se rend compte, il y a des travaux sur le sujet, il y en a encore eu un dernier en mai 2023 de l'adresse, que intensité et durée sont peut-être en tout cas des pistes qui permettraient de refonder l'ensemble des dispositifs et d'essayer justement de diminuer et de prévenir les inégalités qui s'accroissent. Le deuxième élément qui est directement en rapport avec la chronicisation des maladies que j'évoquais tout à l'heure, et là on est devant, alors je ne sais pas si c'est un impensé, parce que nous sommes plusieurs à le dire, donc peut-être un non écouté, c'est le fait que l'entourage des personnes malades ne soit toujours pas considéré dans les éléments de définition. Alors, après, on me parle de faire des campagnes grand public. Je veux bien, mais enfin la campagne, elle va s'adresser à qui? Puisque déjà, de fait, dans les éléments de définition, l'ensemble des situations des proches aidants ne sont pas considérées et que parmi les situations des proches aidants qui ne sont pas considérées, notamment les proches de personnes malades. Voire, certains sont considérés durant la période dite enfance, mais ensuite, au-delà de 20 ans, ça n'est pas le cas, et etc. Et ça, dans la vie, personne ne vit de cette manière-là. Donc, il y a là des éléments qui font que on reste encore dans quelque chose, là aussi, qui est très, très morcelé, fragmenté, et qui contribue à accroître, d'une part, un décalage entre ce qui est annoncé et ce qui est vécu, et un décalage entre, pardonnez-moi du terme, mais des sous-populations parmi la population des aidants. Et de fait, il y a des inégalités qui sont des inégalités qui s'accroissent. L'autre élément, c'est que parfois on a des éléments de non-cohérence. Tout à l'heure aussi, pour répondre à la première question, l'un d'entre nous évoquait
notamment les approches domiciliaires. Et effectivement, ce sont des éléments qui sont notamment mis en avant. Sauf que quand dans le même temps, il y a des actes infirmiers au domicile qui sont déremboursés, c'est faire reposer de façon, alors je laisse à chacun juge, hein, explicite ou implicite, ces mêmes actes vers les proches aidants. Donc, la recherche d'une mise en cohérence des mesures touchant notamment à l'organisation des soins avec des plans, des mesures qui concernent plus cette fois-ci un certain nombre d'aspirations des citoyens, elles sont des plus importantes. Il y a des points qui sont rarement évoqués. Par exemple, la lutte contre la pauvreté. Ça fait partie des situations qui sont peu travaillées. Et là aussi, ça renforce, me semble-t-il, en tout cas, ça ne lutte pas contre la pauvreté. Le deuxième élément, ou plutôt le troisième, pardonnez-moi, c'est la reconfiguration probable des solidarités qui est en train de se faire sous nos yeux à bas bruit. Et moi, je suis très surprise, en fait, que lorsque l'on parle des situations des proches aidants, ce ne soit pas plus passionné comme débat. Si vous voulez, on reste dans des débats qui sont des débats, finalement, qui ne suscitent pas autant de passion que d'autres situations de vie, alors que ça peut toucher tout à chacun, et ça fait partie des éléments de consensus. Et je pense que c'est extrêmement signifiant, parce que dans le même temps, ce que nous observons à l'association, c'est que finalement, on parle plus d'aidants que de proches aidants, et tout ce qui fait les ressorts affectifs, émotionnels de la place des proches sont en train d'être vidés. C'est en train d'être vidé de tous les aspects émotionnels, affectifs, de valeur, réduits d'une certaine manière à des aspects qu'on pourrait plutôt qualifier de gestionnaires. Si vous voulez, c'est alors que la place préside le rôle et la fonction, eh bien l'ensemble finalement des débats ont tendance à se focaliser sur la fonction. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, on est en train de reconfigurer d'une certaine façon la manière d'envisager les solidarités, et on peut se demander, toujours dans cet exercice de prospective, si demain, finalement, la devise, ça ne sera pas liberté, égalité et danse. Si finalement, la seule manière de voir ce qui fait le rapport à mon prochain et cet esprit fraternel ne serait pas au gré d'une aidance revisitée et notamment vidée de tout élément affectif, émotionnel, au profit, si je puis dire, d'éléments plus gestionnaires. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est une question qui se pose. Le quatrième point qui a été évoqué par M. Babot, c'est évidemment les aspects de financement. Qui serait le dernier, parce que alors, ça sera le dernier point. Ça marche. Sur les aspects de financement, les mécanismes sont à revoir. Si nous sommes dans une ère de la maintenance et plus une ère de l'innovation disruptive, ou en tout cas une innovation disruptive qui serait cantonnée à certains aspects, eh bien ces mécanismes de financement doivent être revus pour pouvoir envisager les services rendus dans les territoires et l'amélioration des services rendus dans les territoires. Sans quoi, en fait, l'ensemble des acteurs qui accompagnent les proches aidants, eh bien, ne pourront plus être demain. Et donc, on en revient à la réflexion. Très bien, merci. Merci beaucoup. Désolé, hein, mais comme le temps passe et qu'on veut aussi pouvoir accueillir des questions, je vous propose peut-être de continuer ce tour de table où on pointe d'une certaine façon. L'idée, c'est pas de pointer les carences, c'est surtout de se dire, voilà où il y a aujourd'hui des manques et qu'est-ce qu'on pourrait faire, peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait développer. Peut-être, Marianne Manchon, je vous laisserai la fin. Et je vous propose que, comme ça, vous aurez une vision un peu synoptique de tout ce qui aura été dit. Et peut-être, Virginie, peut-être au titre de ma boussole aidant, je ne sais pas comment à la fois vous réagissez, puis comment vous voyez les choses sur les réponses actuelles et ce qu'il conviendrait peut-être de faire à terme. Oui, il est certain qu'il conviendrait de réaliser encore nombre d'efforts pour véritablement faire pivoter la société et faire de la question des aidants un sujet central compte tenu de la place que l'aidance prend au sein de notre société. J'aime beaucoup cette notion de liberté, égalité, aidance qui illustre parfaitement le propos. Et donc, il y a, on ne le rappelle d'ailleurs pas assez souvent, le montant de la contribution économique des aidants en France.
elle a été évaluée en 2019 à 11 milliards d'euros par an en matière de valeur de travail non rémunérée réalisée par les aidants, en lieu et place de tous les autres professionnels que vous évoquiez précédemment, Vincent. Ça en fait donc, enfin, on le voit au travers de ces chiffres, un vrai sujet de reconnaissance de la place qu'occupent les aidants au sein de nos sociétés pour qu'ils passent du strapontin à un véritable fauteuil. Parce que reconnaître cet impact économique, c'est fondamental. Ça participe à la valorisation du rôle des aidants, au rôle déterminant qu'ils jouent en matière d'appui et d'accompagnement apporté à leurs proches. Donc, s'il y a un effort tout particulier, c'est bien celui de la reconnaissance. Il y en a un second, c'est un effort de sensibilisation. Moi, il y a un chiffre qui me marque encore à l'échelle de ma boussole aidant, c'est que plus de la moitié des aidants ignorent qu'ils sont aidants. Ils ne se reconnaissent pas au travers de ce terme, de ce vocable, ce qui est particulièrement désastreux parce que ne se repérant pas comme tel, ils ne bénéficient pas en fait des apports que ce statut d'aidant est susceptible de leur apporter. Il y a beaucoup de recettes qui sont évoquées pour aller sur le sujet de la sensibilisation, sur ce que veut dire être aidant, sur ce rôle. Des campagnes, enfin, des sujets de campagne d'information, de sensibilisation grand public et à grande échelle sont souvent évoqués comme la solution. Je pense que ce ne sont pas les seuls, mais en tout état de cause, il faut faire en sorte que les aidants se repèrent, se reconnaissent comme tels pour que l'action, quelle qu'elle soit, puisse les toucher, ou en tout cas qu'on puisse les détecter, qu'on puisse aller vers les aidants. Il y a un autre sujet qui me paraît essentiel et il a été introduit par Marianne, c'est le sujet de la transversalité. On voit bien que quand on est sur ce sujet de l'aidance, ça va au-delà des politiques sociales. C'est vraiment un sujet systémique qui nécessite des politiques publiques intégrées avec tous les secteurs tels que la santé, le social, l'emploi, l'éducation, pour vraiment s'inscrire dans des actions qui soient systémiques, holistiques en faveur des aidants. Je voudrais revenir sur 2 points qui, pour moi, devraient concentrer également des efforts, et ça va dans le sens de ce qu'introduisait Gwenaëlle. Pour moi, il y a un vrai sujet de recherche. Il faut investir dans la recherche pour mieux comprendre les défis spécifiques rencontrés par les aidants. Et aujourd'hui, on manque cruellement de données de recherche sur les aidants, qui permettraient d'élaborer des politiques publiques plus ciblées. Et puis, parce qu'il y a voilà, on le sait, au-delà de la sensibilisation, vous êtes parmi nous, Vincent, vous représentez les professionnels de santé. Ne prenez pas mal ce que je vais dire, mais il me semble qu'il y a un enjeu à faire évoluer les parcours de formation des professionnels de santé pour lesquels le sujet de l'aidance n'est pas encore un sujet. Et effectivement, le triptyque patient, professionnel de santé, aidant est encore insuffisamment pris en compte et ça en fait un vrai sujet de politique publique également. Voilà, pardonnez-moi Thierry d'avoir été un peu long. Non, mais c'est très bien. Ah ben, les efforts à déployer sont nombreux. C'est comme dans les débats, vous étiez un peu en retard sur le temps de parole. Vous savez, donc il y a aucun problème. Et Vincent, puisque vous êtes interpellé par Virginie, en fait, je n'ai rien à faire. Ce qui est très agréable, en fait, ce soir, c'est que les intervenants se passent la parole les uns les autres. Donc peut-être. Non, mais je suis totalement d'accord avec vous, Virginie, hein. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis médecin généraliste à Paris. Je pense que si je n'avais pas eu ces 14 années d'aidance, d'accompagnement près de maman puis de mes parents, je pense que pendant mes études, en fait, moi, je n'ai pas été formé. Je n'ai pas eu de cours sur les différentes aides possibles, sur les différents repérages des aidants. Ça, je n'ai pas appris du tout pendant mes formations. Je l'ai appris parce que j'ai été aidant. Et tout à l'heure, quand je parlais de repérage, ça doit effectivement passer sans doute par une sensibilisation et une formation des professionnels de santé pour, 1, repérer, et 2, mieux être en mesure d'apporter des réponses, des solutions et orienter vers les différentes aides humaines, matérielles, financières qui existent. Parce que ça, effectivement, c'est
un point clé. Mais je pense qu'on n'est pas les seuls, à mon avis, qui nécessitent d'être un peu mieux formés. Je pense qu'au niveau de l'entreprise, je pense que les services RH, eux aussi, pardon, doivent être un peu mieux formés, sensibilisés à la cause, parce que ce savoir aidant, c'est prendre conscience pour moi de deux choses: qu'on a accès à des aides, dont on vient de parler, et puis savoir qu'on est fragile. La boucle est bouclée, on revient sur la santé de l'aidant. Donc là, moi, vous ne m'avez pas du tout heurté parce que je partage ce que vous pensez. Et par retour d'expérience, depuis que le livre est sorti, j'ai beaucoup de copains médecins qui ont lu le livre et dont nombreux m'ont écrit en me disant: écoute, j'ai pris conscience ce que c'était qu'un aidant, et je peux te dire que cet après-midi, j'ai eu un couple qui est venu, une femme qui a accompagné son mari, et j'ai pris le temps de poser la question à l'accompagnant, à l'aidant, comment lui il allait, et je l'ai invité à reprendre de nouveau un rendez-vous. Et il me dit: je pense qu'avant, sans avoir au moment où je n'avais pas encore lu ton livre, voilà, j'avais bien qu'il était, pour moi, il était essentiel parce que je lui posais toutes les questions, il savait toutes les réponses. Pour moi, c'était un pilier essentiel pour prendre en charge l'aider. Mais d'avoir lu ton livre, j'ai pris conscience que c'était qu'un aidant. Et donc, voilà, je lui ai demandé comment lui, il allait, et de se reprendre un rendez-vous. Et moi, je fais le même constat. Je pense que si je n'avais pas été aidant, je ne sais pas, j'ose espérer qu'avec l'expérience, j'aurais appris à m'adresser à l'accompagnant. Mais aujourd'hui, dans ma pratique quotidienne, effectivement, je vais demander à l'aidant comment il va, et je laisse pas repartir du rendez-vous sans qu'on ait fixé une consultation uniquement pour lui, pour qu'on fasse le point. Donc ça, pour moi, à mon avis, il y a des petits points quand même. Ils ont annoncé, on l'a vu, le point 2023-2027 sur le plan qui a été annoncé. Alors, il y a des bonnes choses, il y a des choses qui manquent, mais parmi les bonnes choses, on a vu le repérage, on a vu effectivement la campagne de sensibilisation. J'ignore sous quel format, j'ignore si ça va être télé, radio, enfin voilà. Je pense que c'est quelque chose de bien pour que tout le monde, toute la population entende ce mot aidant. C'est aussi d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait un livre, parce que j'avais envie qu'on mette un coup de projecteur sur les aidants et qu'on se sente tous concernés, parce que probablement tous qu'on sera aidant un jour. Alors, il y a des niveaux d'aidance différents, on le sait tous, puis ça peut être une personne atteinte d'un handicap, une maladie ou une perte d'autonomie. Mais pour moi, là, j'ai quand même, voilà, déjà, ça me fait plaisir d'entendre qu'il va y avoir quand même un repérage, que ça a été pris en compte, une campagne de sensibilisation. L'autre point dans ce plan 2023-2027, et qui me tient, j'ai tellement hâte de voir si ça va se mettre en place et si ça va fonctionner, parce que ça peut changer aussi l'avenir, ça peut améliorer l'avenir, c'est quand même le guichet unique. Maintenant, entre la théorie et la pratique, on verra, mais aujourd'hui, on sait tous, c'est un parcours du combattant, c'est extrêmement compliqué de s'y retrouver entre toutes les aides, les acronymes qui se ressemblent, MDPH, APA, PCH, le CLIC, le CCIS. Quand on est aidant, c'est la jungle totale, et c'est totalement démotivant. Donc, ça aussi, j'ai envie de voir ce que va donner la suite. Mais dans un avenir proche, j'espère également que être aidant, une fois qu'on sait qu'on est aidant, en fait, pour moi, il faut être fier d'être aidant, parce que aider, c'est avant tout aimer. Et donc, il y a vraiment de quoi être fier d'être aidant, je le pense sincèrement. Et aussi, au-delà de la population générale, je pense aussi dans les entreprises, savoir que aidant, c'est finalement des gens qui développent des compétences. Moi, je me souviens que lorsque j'étais totalement la tête sous l'eau, malgré tout, j'étais en mesure d'organiser mes journées de manière parfaite. J'allais droit au but sur ce que je devais faire. Et je pense que ça, c'est vraiment une mise en lumière aussi qui est vitale et nécessaire à mettre en avant pour changer le regard, pour se dire que finalement, l'aidant, c'est quand même quelqu'un enfin, moi, je trouve que c'est des héros du quotidien. Donc vraiment, j'insiste, et j'espère qu'un jour, on regardera les aidants non plus comme les pauvres, mais plutôt waouh, c'est quand même incroyable ce qu'ils sont en train de faire, mais il faut vraiment les aider, les accompagner, il faut les soulager au quotidien. Très bien, merci. Merci beaucoup, Vincent. Peut-être Marianne Monchamp. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est le mot de la fin, parce qu'on n'est pas encore à la fin, mais peut-être sur cette partie de projection, à la fois dans la réponse qui sont apportées par les pouvoirs publics, et puis un peu ce qui, de votre point de vue, conviendrait d'être fait. Alors, on a balayé pas mal de choses, mais on est très preneur de votre retour. Écoutez, je vais réagir, et puis aussi réagir un peu à ce que mes camarades de table ronde ont pu exprimer, et que je partage par bien des points. Si vous voulez, quand vous regardez la feuille de route Bien vieillir, j'ai envie de dire, enfin, je vais vous le faire très direct, elle évite les contresens majeurs. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une orientation de la feuille de route qui va dans le bon sens, et on va retrouver l'axe 3, l'axe 4, des éléments que nous avons pointés au cours de la table ronde, et qui sont des conditions, si vous voulez,
indispensable à l'amélioration de la situation des aidants. Mais pour être très honnête, ce n'est pas parce qu'on évite le contresens que l'on donne dans le mille et que, au fond, on a en quelque sorte trouvé la formule politique pour propulser là où elle doit être située, la question des aidants, alors en 2023 et au-delà, et alors a fortiori dans la perspective de se projeter en 2050. Et là, si vous voulez, je trouve qu'effectivement la bulle dont Guénaël nous parlait tout à l'heure, je veux dire, elle peut devenir assez vite insupportable, au fond, parce que c'est un peu comme si le décideur public, conscient du fait que ça ne passe pas sans les aidants, et à défaut de trouver des réponses, se disait on va quand même être sympa avec eux parce que ça ne passe pas sans les aidants. Et la vérité, c'est que ça ne passe pas sans les aidants. Et pourquoi ça ne passe pas sans les aidants? Évidemment, il y a la question de la ressource, il y a tout ce que vous pouvez imaginer, mais ça ne passe pas parce qu'il y a une fonctionnalité, une responsabilité, un rôle qui, à dire vrai, n'a pas été adressé, n'a pas été pris en compte, c'est celui de cet agencement intime qui, autour de la personne, va apporter effectivement quelque chose, je vais utiliser des mots techno, d'opérable, qui tienne, qui passe. Et ça veut dire que c'est un ordre des réponses, c'est une articulation, c'est une sensibilité, c'est une bienveillance, c'est une remise en question permanente de la nature de l'aide qui ne peut pas être prescrite une fois pour toutes parce qu'on n'est pas dans le taylorisme, ça n'existe pas. Alors on va le trouver en EHPAD, ok. L'organisation de l'EHPAD est une organisation taylorienne, économiquement viable, même si elle connaît bien des tensions, et qui a été construite pour ça. C'est pour ça que quand ça se passe mal, que la personne est tombée ou qu'elle sort de l'hôpital, à défaut d'agencement au sens complet du terme, eh bien forcément, il y a l'EHPAD, parce que l'EHPAD propose un agencement. Sauf que cet agencement n'emporte pas le choix de la personne et n'emporte pas le choix de la famille. Et que donc toute la dimension, si vous voulez, de l'affectivité, au fond, et de cette bienveillance, je vais dire ça comme ça, qui sont incontournables dans la réponse aux besoins d'aide, eh bien, ne peut pas être assumé, ne peut pas être rempli si l'aidant ne le fait pas. Alors, il m'a pris l'idée de me dire, mais au fond, puisqu'on est dans la métaphore d'un quasi-travail, au fond, puisque c'est une fonction que le décideur public a identifié que sans elle, ça ne passait pas. Alors, vous savez, on n'est pas loin de dire le statut de l'aidant, tout ce machin-là, enfin, tout ce discours autour d'une reconnaissance sociale officielle et outillée de l'aidant. Et donc, si on va voir du côté de l'Organisation internationale du travail, et si on essaie d'appliquer la notion de dignité dans le travail à la notion de dignité de la contribution de l'aidant, c'est là qu'on fait un petit pas de côté qui, à mon avis, n'est pas inutile. Le fait qu'il s'agisse d'une contribution productive, elle est productive, tout le monde le sait, tout le monde l'a bien identifiée, sauf qu'elle n'est pas reconnue comme telle. Donc, si vous voulez, quand vous êtes sur un travail dont vous êtes persuadé, vous, quand vous le faites, que vous le faites avec, au fond, une efficacité, que sans vous, rien ne se produirait, mais que l'environnement dans lequel vous le faites ne vous reconnaît pas ou peut vous considérer comme un invisible, ou vous, comment dirais-je, vous archétypisez, pardonnez-moi pour le barbarisme, au point de vous dire des gentillesses, mais sans véritablement comprendre l'essence même de votre contribution, on commence à écorner la dignité que par ailleurs l'Organisation internationale du travail théorise quand elle parle des activités humaines. Les conditions de la liberté de l'exercice de l'activité professionnelle. L'aidant est-il libre? Est-ce qu'il a le choix de dire non, ça ne va pas être possible? Bien sûr que non. Il est en quelque sorte impliqué dans cette aide de fait, puisque sans cette aide, rien ne se passe et que le proche subit une situation de perte de chance telle, et j'ai presque envie de vous dire de maltraitance telle, que sa situation de proximité affective avec lui, même s'il s'agit d'un voisin, au pire, vous voyez ce que je veux dire, rend l'absence enfin, souligne l'absence totale de liberté dans la relation d'aide. L'équité, est-ce qu'on peut
à dire vrai, dans le champ de l'aide, considérer que on a un niveau d'équité suffisant. Il suffit de parler des revenus, du coût de l'aide, des conséquences sur la vie sociale, familiale, la vie active des aidants pour identifier dans l'instant même qu'on n'est pas dans le registre de la dignité parce que la question de l'égalité des chances et de l'équité n'est pas satisfaite. Et je ne vous parle même pas de la question de la sécurité. On évoquait, et c'est Vincent qui le faisait tout à l'heure à juste raison, la question de l'inéquité et de l'inégalité des chances en matière de santé et de santé des aidants qui peuvent être brusquement affectés par leur situation d'aidance. Et si je termine, on est quasiment là en train de signifier que au-delà, encore une fois, des bonnes intentions et des bonnes paroles, l'aidant est impliqué dans un système qui fait que sa contribution n'emporte pas aujourd'hui les conditions de dignité requises par une activité humaine. C'est un peu violent mon propos, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut sembler choquant, c'est pas une indignité d'intention, c'est une indignité subie de fait. Et c'est là que cela appelle une réaction politique. Et comment la fabrique-t-on? Je crains qu'on ne puisse pas la fabriquer par le discours parce qu'on est au top sur le discours. Je crains qu'on ne puisse pas la fabriquer par des feuilles de route, parce qu'on n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Et c'est là que je revisite des choses que nous nous sommes dites sur les pathologies chroniques, sur les nouvelles approches en santé et sur les nouvelles approches du travail GNL. J'ai le souvenir de votre intervention l'autre jour, dans laquelle vous signifiez que sans évolution des comportements managériaux, on ne peut pas faire évoluer la situation des aidants. C'est pour ça que tout à l'heure, dans mon propos un peu introductif, je signalais qu'on était à la croisée de tous ces chemins. Faites bouger la santé publique. Rendez-la écosystémique. Satisfaite aux objectifs de l'Organisation mondiale de la santé. Et là, vous transformez la place des aidants. Faites bouger le travail, faites bouger le lien de subordination, faites bouger les organisations du travail et les modes managériaux. Et là, vous faites bouger la situation des aidants. Et revisitez la valorisation des contributions économiques en lien avec les principes de l'Organisation internationale du travail pour reconnaître la dignité de la contribution. Et là, vous faites bouger en 2050 la situation des aidants. Voilà ma contribution, si vous voulez, à nos échanges et à cette idée de faire plus qu'un pas de côté. C'est un vrai changement de paradigme. Ouais, là, on change complètement. Et à vous écouter aussi, on a l'impression que la question des aidants, c'est à la fois le marqueur et l'ambassadeur de l'avenir, en fait. Hein. C'est à la fois. On est dans cet entre-deux. Merci beaucoup. Peut-être juste avant que nous concluions entre nous, on a pas mal de questions. Alors, on a 32 questions, donc je pense que 32 questions ne suffiront pas. Donc, je vais opérer un choix en essayant d'éclairer soit des sujets qui ont été dits mais insuffisamment. Il y en a au moins trois. Il y en a un premier dont on a finalement assez peu parlé, qui est celui des entreprises et la place et le rôle que pouvaient jouer les entreprises, qui renvoient derrière, par effet rebond, la question des compétences qui sont induites par l'expérience des dents et comment on les valorise. Donc avec un débat sur le fait qu'il semblerait logique que les entreprises qui emploient les aidants participent au financement de l'accompagnement des aidés, et à l'inverse, quelqu'un qui répond bah non, c'est tout l'inverse qu'il faut faire, puisque si on demande aux gens qui emploient des personnes aidantes qu'en plus elles financent l'accompagnement des aidés, bah il y a un effet repoussoir. Mais toujours est-il que autour de cette question de l'entreprise qu'on a assez peu abordée, hein, d'ailleurs ce soir, je ne sais pas si vous avez pas vraiment de question, mais un commentaire dans une perspective où on embarquerait finalement la société vers 2050. Je ne sais pas, Virginie, peut-être. Oui, je veux bien intervenir. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des entreprises, alors même que dans la stratégie aidant 2023-2027, elles ont quand même une place assez significative, ces entreprises. Et c'est d'ailleurs une vraie différence par rapport à la stratégie précédente. En fait, oui, cette stratégie Agir pour les aidants, elle prévoit une mobilisation accrue des entreprises pour soutenir les aidants. Elle reconnaît en fait le rôle essentiel des entreprises comme partenaires clés dans la mise en œuvre de ces stratégies, et ce, à plusieurs égards. C'est d'abord le sujet de la détection. C'est-à-dire que de plus en plus, on s'attend à ce que
l'entreprise puisse être le terreau de l'identification, du repérage des aidants et de l'évaluation de leurs besoins. La deuxième chose, c'est que, et ça semble d'ailleurs aller dans le bon sens, parce que ça place l'entreprise dans une fonction de connexion avec notamment informationnelle sur les possibilités de soutien spécifiques qui peuvent exister dans l'écosystème et auxquels les aidants peuvent se connecter. Et ça reconnaît également la capacité de l'entreprise à reconnaître les compétences des aidants qu'une majorité d'aidants et de DRH appellent de leur vœu. Donc, on a beaucoup parlé de raréfaction, effectivement, de ressources, de moyens, notamment dans la sphère publique et parapublique. Et ça, je pense que ça va être un fait avéré. Peut-être est-on en train de voir que la solidarité va s'exercer, désormais aussi au sein de l'entreprise, qui peut prendre sa part, qui la prend déjà, puisque je rappelle que quand même, il y a 15 premières entreprises qui ont signé une charte d'engagement à l'occasion de la Journée nationale des aidants et de la sortie de cette stratégie, aidant 2023-2027. Donc, sans doute est-on en train de voir comment les entreprises vont prendre leur part sur ce sujet social et sociétal, parce que sans doute, elles y voient, elles aussi, une raison majeure. Mais bon, toute proportion gardée, bien sûr, n'oublions pas que l'entreprise ne touchera pas tout le monde et ne pourra toucher que les salariés aidants. Donc, il faut quand même aussi, toute proportion gardée par rapport à ce fait notoire. Et par ailleurs, de ce que l'on peut en voir, toutes les entreprises ne pourront pas s'engager selon le même niveau. Donc, ce sera de première marche de franchie, mais ça ne sera pas suffisant. Très bien, merci. D'autres remarques Oui. Comme dans les commentaires, tout le monde attendait qu'on parle des entreprises, c'est pour ça que... Ok. Alors, c'est vrai que sur la précédente stratégie, la figure, si je peux dire ça comme ça, du salarié en situation d'aidance, elle a quand même été beaucoup mise en avant dans les prises de parole publiques, y compris dans les médias. Et en fait, derrière, c'était souvent la question de l'emploi et non pas du travail qui était évoquée. Et il y a quand même une sacrée différence entre les deux. C'était la question de l'emploi et le sous-entendu, c'était l'emploi des salariés ou le maintien dans l'emploi des salariés en situation d'aidance. C'est un sujet collectif. Mais les conditions de travail ou les conditions au travail du salarié en situation d'aidant, là, c'est un sujet de la personne, de l'individu. Et on rejoint le point que soulevait Marianne, justement, sur les conditions dignes, indignes du travail. Donc, il y a cette différence-là qui n'est pas neutre. On a beaucoup parlé du salarié en situation d'aidant, et dans le même temps, on peut se le dire quand même, les aidants salariés de leurs proches, les situations des aidants salariés de leurs proches ont été passées sous silence. On parle très, très rarement des situations des proches qui sont salariés de la personne qu'ils accompagnent. On a beaucoup parlé des grandes entreprises, elles ont bien évidemment leur place, leur rôle à jouer, mais les TPE ont rarement été évoquées. Donc, il y a quand même là aussi des choses qui, en termes de prospective, restent à creuser pour qu'on ne consolide pas cet effet bulle qu'on évoquait tout à l'heure. Très bien, merci. Merci beaucoup, Édouard. Oui, dans les 3-4 minutes qui restent, il y a une question toute bête, mais je pense que ce serait pas mal de terminer là-dessus. C'est quel dispositif existe aujourd'hui pour les aidants? C'est un webinaire qui est ouvert au grand public, donc je trouve que ce serait pas mal de pouvoir, ça va pas être facile, je sais pas qui va s'y coller, mais de résumer une petite, de faire une petite synthèse, de dire. Edouard, vite fait. Peut-être Gwenaëlle. Oui, Marianne.
Non, mais juste vite fait, enfin, je disais, enfin, je vais dire un truc affreux, j'espère que nos auditeurs ne m'en voudront pas. C'est du temps et des larmes. Du temps parce que, effectivement, comment dirais-je, le congé proche aidant, c'est effectivement la possibilité de dégager du temps aujourd'hui pour pouvoir accompagner un proche, mais dans des conditions qui sont quand même très restrictives, en durée et en droit de tirage, pardonnez-moi de l'expression. Et effectivement, on trouve dans le système de protection sociale complémentaire des aides qui, effectivement, viennent contribuer à solvabiliser ce temps qui ne fait pas l'objet d'une rémunération, qui suspend le contrat de travail d'une certaine manière. Donc, c'est pour ça qu'en faisant cours, j'utilisais cette formule un peu déloyale du temps et des larmes, parce que fondamentalement, on voit bien que ça, comment dirais-je, ça traduit, c'est la traduction, au fond, de cette analyse, à mon avis, partielle et courte, de l'enjeu de les danses au sens le plus contemporain du terme. L'idée de mobiliser autour de la personne aidée et autour de la personne aidante un certain nombre de services qui lui permettront ou lui permettraient d'avoir le choix et de prendre des options personnelles. Alors là, pour le coup, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé à maturité et sur lequel je dois dire à la fois avec ma boussole, mais aussi dans les travaux qu'on réalise à l'OCIRP, on dépense beaucoup d'énergie pour pouvoir faire que ce ne soit pas que du temps libéré, mais du temps choisi pour les dents, ce qui serait effectivement une amélioration, nous semble-t-il, de la situation. On a effectivement beaucoup de questions sur ce sujet. Bien vu, Edouard. Alors, il est 19h29. Ce que peut-être je vous propose qu'on fasse un dernier tour pour que, à l'issue des échanges extrêmement riches et vraiment un immense merci, vous puissiez nous dire en 30 secondes, une minute, ce qui, dans tout ce qui a été dit, vous semble devoir être finalement gardé en tête. Voilà, donc on peut peut-être commencer, peut-être Marianne, que vous aviez la main, ne la quittez pas. Bah, moi, encore une fois, je le disais, je me suis reconnue dans toutes les contributions de mes petits camarades de la table ronde de ce soir, avec cette idée, Édouard et Thierry, très importante, c'est que par la projection, si vous voulez, nous sommes invités au dépassement de nos repères traditionnels sur cette question. Je ne voudrais pas, là aussi, c'est un parler un peu direct, je vous demande d'être indulgent, mais je ne voudrais pas que nous rabâchions sur la question des aidants, vous voyez. Et que nous nous enfermions au fond dans une vision que nous pourrions regretter et qui ne serait pas suffisamment offensive pour amener le décideur public, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. La société bouge et le décideur public ensuite confirme les évolutions de la société. Et donc, pour que nous ne soyons pas suffisamment incitatifs, pour que le décideur public inscrive l'aide dans un autre environnement, dans de nouveaux paradigmes dont on a terriblement besoin, faute de quoi on risque de resserrer notre sujet et de constater que nous n'avançons pas suffisamment dans ce domaine et compte tenu des défis que sont le vieillissement et les nouvelles approches en santé dont nous avons besoin. Très bien, merci. Merci beaucoup. Peut-être Vincent? Écoutez, je rejoins ce qui vient d'être dit. Moi, j'ai beaucoup d'espoir dans le guichet unique. J'aimerais vraiment que ça simplifie l'avenir et le quotidien des aidants. C'est vraiment, pour moi, c'est une des clés qui va être primordiale. Et pour rebondir sur la question d'Edouard, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, quand on veut mettre des aides en place, il y a plusieurs acteurs à solliciter. Un, le médecin généraliste, je sais que c'est compliqué, mais c'est l'un des acteurs aussi. Il ne faut pas l'oublier et de faire une consultation uniquement pour faire le point sur les aides et pas arriver avec, parce que je le vois, ils arrivent tous avec une petite liste pour renouveler les médicaments, l'ordonnance chez le kiné, l'ordonnance je ne sais où. Donc voilà, il faut vraiment la consultation dédiée chez le généraliste, voir ensuite les associations
associations en lien avec les maladies du proche aidé parce qu'elles sont à même de nous orienter et de faire mettre en lien avec une assistante sociale également pour vraiment définir les besoins et ce qui est possible de mettre en place, sans oublier le CLIC et le CCAS. Voilà, c'est pour moi, ça c'est vraiment les axes les prioritaires à mettre rapidement, à solliciter lorsqu'on devient aidant, et en espérant qu'un jour, un avenir proche, j'ose espérer, que cette simplification de la démarche arrive et aide grandement les aidants. Très bien, merci. Gwenaëlle? Bien, je crois sur le faire avec qu'on a évoqué, qui est vraiment un changement de paradigme, c'est-à-dire c'est pas juste faire à partir de l'expérience recueillie des proches aidants et des personnes accompagnées, c'est pas seulement faire pour et à la place des proches aidants, mais faire avec au plus haut niveau de l'État, dès le début des réflexions, des montages de dispositifs, parce que tout simplement, ça signifie considérer les proches aidants et les personnes accompagnées, et j'insiste bien à chaque fois sur le duo, de façon à ce que l'un n'ait pas la parole confisquée au profit de l'autre et vice-versa. C'est considérer les proches aidants comme partenaires, et ça, ce faisant, c'est précisément arrêter de les considérer comme récipiendaires d'une action sociale X ou Y, et c'est une manière pour chacun de retrouver un petit peu de pouvoir d'agir et de lutter justement contre cette indignité qu'évoquait Marianne. Merci beaucoup. Et Virginie? Si je devais retenir et insister sur un vrai message, c'est celui de la nécessité du passage à l'action. Il est temps de passer à l'action. Vous nous projetez en 2050, mais en 2030, nous savons, et les chiffres parlent d'eux-mêmes, qu'il y aura déjà de gros enjeux à relever. Il nous reste 7 ans. C'est court. Je pense qu'effectivement, pour éviter d'être déceptif, il faut en arrêter avec les beaux discours qui pourraient conduire aux effets bulles pour vraiment faire, et que ce faire se fasse dans le cadre d'une coalition. Le sujet est tellement important, d'une telle ampleur, il ne peut se faire qu'en aboutant les maillons de la chaîne, en fait. Les maillons de la chaîne de tous les secteurs que l'on a pu évoquer, de la santé, du social, de l'éducation, de l'emploi. Voilà. Et ça ne peut être que systémique. Et je crois que sur un sujet à si fort enjeu, qui va concerner autant de monde, on a un modèle de création de politique publique et de transformation vraiment, mais sans égal. Mais il est temps, en fait, désormais de se relever les manches, si je puis dire. Très bien, merci. Merci beaucoup. Tous nos remerciements pour vos contributions. J'espère que vous avez passé en écoutant ces débats un aussi bon moment que moi personnellement je l'ai passé, et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Édouard, si tu veux dire un petit mot, sinon nous en... Non, merci infiniment. Voilà, c'était passionnant. Merci Et à aux tous. participants. Bonne soirée. À Bonne bientôt. soirée.